YouTube du site suiviconcours.fr. Aujourd'hui, nous allons traiter de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Donc l'ambition de ce texte est de permettre à la République d'agir contre ceux qui veulent la déstabiliser afin de renforcer la cohésion sociale. Deux axes principaux se dégagent du texte. Tout d'abord, le premier vise à garantir le respect des lois et principes de la République dans tous les domaines exposés à des risques d'emprise séparatiste. Et enfin, il actualise le régime d'organisation des cultes issu de la fameuse loi du 9 décembre 1905. Voyons tout d'abord le premier axe, le respect des principes républicains. Dans ce premier axe, différents thèmes sont traités par la loi, notamment certains qui concernent directement les services publics, puisque la loi prévoit que l'organisme chargé de l'exécution d'un service public, qu'il soit public ou privé, est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant ce service et de veiller à ce que les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses et traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. Dans le monde associatif, la loi introduit un contrat d'engagement républicain en conditionnant l'attribution de subventions à la souscription préalable de ce contrat dans lequel l'association s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République. Elle s'engage également à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République et à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. La méconnaissance de cette disposition entraînait notamment le remboursement de la subvention, mais le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 août 2021, juge que ce retrait de la subvention ne saurait, sans porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'association, conduire à la restitution de sommes versées au titre d'une période antérieure au manquement au contrat d'engagement. Concernant les agents publics et les élus, la loi introduit plusieurs obligations, notamment une obligation de formation des agents publics au principe de laïcité, et la loi modifie en ce sens l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Concernant les policiers municipaux, la loi introduit une prestation de serment dans laquelle les policiers municipaux, préalablement à la prise de fonction, doivent déclarer de manière solennelle servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité, sa constitution. Le texte introduit également un délit puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, le fait d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public. Il s'agit de l'introduction d'un délit de séparatisme. La loi complète pour les élus également un article du Code général des collectivités territoriales, l'article L 2122-34-2, en précisant que les maires et les adjoints sont tenus à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. La loi crée un référent laïcité dans les administrations et les collectivités territoriales. Ce référent aura notamment pour mission d'apporter tout conseil utile au respect du principe à tout fonctionnaire ou chef de service, mais également d'organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année, en référence bien évidemment à la loi du 9 décembre 1905. Enfin, la loi instaure un déféré laïcité qui permet au travers d'une procédure de carence républicaine la suspension par le juge, suite à un déféré préfectoral, d'un acte pris par une collectivité qui est de nature à porter gravement atteinte au principe de laïcité et de neutralité des services publics. Sur le volet instruction en famille et pour les établissements privés hors contrat, la loi introduit désormais l'obligation de scolarisation de tous les enfants et introduit une dérogation pour l'instruction en famille. En effet, désormais, l'instruction en famille ne sera accordée que pour 4 motifs: l'état de santé ou le handicap de l'enfant, la situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, l'éventuelle itinérance de la famille, ou en cas de pratique d'activités sportives ou artistiques intensives. De plus, un identifiant national sera attribué à chaque enfant soumis à l'obligation d'instruction pour pouvoir renforcer son suivi, tant par le maire que par l'autorité de l'État compétente en la matière, et de s'assurer qu'aucun enfant n'est privé de son droit à l'instruction. Enfin, la loi prévoit la création d'une instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire
qui associera les services municipaux et le conseil départemental. Pour les établissements privés hors contrat, la loi prévoit de leur proposer une charte des valeurs et des principes républicains. En effet, les établissements privés hors contrat non déclarés ou qui n'ont pas remédié aux manquements relevés par l'administration pourront faire l'objet d'une fermeture administrative. De plus, en cas d'ouverture d'un établissement en dépit de l'opposition de l'administration, le responsable de cet établissement pourra être condamné à une peine d'emprisonnement d'1 an et de 15 000 € d'amende et se voir empêché de diriger ou d'enseigner dans un établissement scolaire. Sur le volet égalité femmes-hommes, hommes-femmes, la loi introduit tout d'abord une protection pour les héritiers réservataires sur les biens situés en France lorsque la succession relève d'une loi étrangère qui ne reconnaît pas l'égalité des enfants héritiers. La loi traite aussi de la polygamie sous l'angle des titres de séjour et des pensions de reversion et renforce la lutte contre les mariages forcés. En effet, en cas de suspicion, l'officier d'état civil devra s'entretenir individuellement avec chaque futur époux, et si des doutes persistent, il devra saisir le parquet. Le texte prévoyait aussi qu'un titre de séjour pouvait être refusé ou retiré à un étranger s'il était établi qu'il avait manifesté un rejet des principes de la République. Cependant, le Conseil constitutionnel a censuré cet article en raison de son imprécision. Dernier point sur l'égalité femmes-hommes, la délivrance des certificats de virginité est désormais interdite et sera punie d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. De plus, un amendement des parlementaires prévoit aussi de punir le fait de contraindre une personne à se soumettre à un tel certificat. Enfin, sur la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne, la loi crée un délit de mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle de la personne. Ce délit est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 ans et de 45 000 € d'amende, qui peut être portée à 5 ans et 75 000 € d'amende, lorsque les faits sont commis à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou bien titulaire d'un mandat électif. De plus, la loi prévoit le blocage des sites miroirs qui contiennent des contenus illicites déréférencés ou bloqués par la justice. Enfin, la comparution immédiate est désormais prévue pour les délits de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, pensant notamment à la provocation publique à la haine ou à la violence et au négationnisme. Concernant désormais le deuxième axe, le contrôle des associations cultuelles et des lieux de culte. Alors, pour les associations cultuelles prévues par la loi du 9 décembre 1905, enfin, un amendement dit Mosquée de Strasbourg renforce la transparence sur les avantages accordés par les collectivités locales pour la construction de lieux de culte. Les communes et départements devront informer préalablement le préfet, avant toute garantie publique, pour un emprunt destiné à la construction d'un édifice cultuel ou à la conclusion d'un bail amphithéotique. Pour les associations dites mixtes qui relèvent de la loi du 1er juillet 1901 et qui exercent un culte, leurs obligations notamment réglementaires, à savoir administratives et comptables, sont désormais alignées sur celles des associations cultuelles. Il doit y avoir donc une certification dans certains cas de leurs comptes, une distinction comptable de leur activité cultuelle du reste de leur activité, et enfin, il doit y avoir une déclaration de l'argent provenant de l'étranger. Le préfet pourra enjoindre à une association dont l'objet est en réalité l'exercice d'un culte à se déclarer comme association cultuelle. Dernier volet, la police des cultes est renforcée par plusieurs mesures. En effet, la peine en cas de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence commise par un ministre des cultes est portée à 5 ans de prison. La tenue de réunions politiques dans des lieux de culte est plus sévèrement sanctionnée. L'organisation d'opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères y est clairement prohibée. Le juge pourra par ailleurs interdire à une personne coupable d'un délit à la police des cultes de paraître dans les lieux de culte. Enfin, le préfet pourra fermer provisoirement les lieux de culte en cas d'agissement provoquant à la haine ou à la violence. Je vous remercie pour cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt sur YouTube.